Bonsoir à tous, si on peut dire. En l'occurrence, bienvenue donc pour cette rencontre avec Emmanuel Roudier ce soir. Emmanuel Roudier, aujourd'hui c'est presque un anniversaire de bande dessinée. Oui, parce que ça fait, c'était en octobre que le premier tome de Vohuna a été sorti en 2012. En 2002 oui. Oui, sinon c'est pas bon. En 2002, donc ça fait 11 ans que tu fais de la bande dessinée. Donc on va retracer un peu ton parcours. Sorti de l'école, je crois en 92, c'est à peu près ça. C'était l'école. Alors c'était l'ENSA à Marne, c'est les arts appliqués d'Olivier de Serres, à Paris. Voilà. Tu commences un petit peu dans l'illustration jeunesse et dans l'illustration notamment aussi pour les jeux, genre des cartes. Voilà. Et très vite, au final, ça t'amène vers l'illustration de jeux de rôle également. Ouais, absolument. En fait, au tout début, quand je sors de l'école, en fait, commence par faire des trucs ingrats, genre des storyboards, un peu de pub, des choses qui très rapidement, comme ça, je sais ce que je veux plus faire. Et voilà, ça suffit de deux ans comme ça, et j'identifie très vite que je veux pas faire ça. Et donc, je pars vers de l'illustration, donc oui, jeunesse, tout ça, et puis jeux de rôle en fait. Au moment où je me rends compte que ce qui m'amuse vraiment, c'est d'être travailler dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire. Ouais. Oui, et puis c'est sûr que le terrain du jeu de rôle est pas mal parce qu'au niveau de l'illustration, ça permet vraiment de créer des mondes. Ouais. Tu étais adepte des jeux de rôle, je crois. Oui, bah c'est ça en fait, c'est quelque chose que je veux pas. Les jeux de rôle, c'est des jeux auxquels je joue depuis que j'ai 10-12 ans. Donc c'est quelque chose que je connais bien, et puis c'est un univers que j'avais envie d'investir en tant qu'artiste. Voilà, donc je me suis lancé dedans à fond. On peut dire que ça a marqué beaucoup ton œuvre en général. Après, à partir du moment, donc 2002, quand tu as commencé à être dans la bande dessinée, parce qu'au final, la plupart des bandes dessinées ou même albums jeunesse que tu as fait, c'est l'histoire de quête, quelque part. C'est vrai, ouais. Oui, c'est lié probablement effectivement voilà, on va dire à la façon dont fonctionnent les aventures en jeu de rôle. C'est plutôt en fait là où on retrouve, on va dire, l'influence des jeux de rôle peut-être, c'est les rencontres. Voilà, c'est ça, c'est le fait que ça fonctionne souvent par petits groupes, c'est des groupes de personnages, d'aventuriers en fait, qui vont se rencontrer et qui vont œuvrer de manière collective. Sur des rejetés ou des choses comme ça, et ça les unit. Mais là, en l'occurrence, ça vient pas du jeu de rôle, c'est plutôt des techniques dramaturgiques, dans l'occurrence, que je mets en place. Après, il y a aussi, dans ma première série Vohuna, l'influence des jeux de rôle, elle est perceptible, enfin, pas forcément perceptible, mais moi, en tout cas, je me rends compte que le fait d'avoir grandi avec un imaginaire ou la magie, par exemple, puisque c'est des imaginaires de fantaisie, on va dire, et du merveilleux, la magie est très présente. J'ai eu besoin, quand j'ai écrit mon premier scénario véritablement construit et structuré, j'ai eu besoin de ce recours au surnaturel pour me sentir pleinement à l'aise et pour laisser vraiment libre cours et débrider mon imaginaire. Sans quoi, les toutes premières versions que j'avais écrites, qui étaient strictement, on va dire, archéologiques et un peu pédagogiques, c'était sec comme un coup de trick, et ça faisait pas vraiment, ça faisait pas rêver. En parlant de Vohuna, justement, parce que c'est cette série avec laquelle tu commences en 2003, qui a été distinguée d'ailleurs à Angoulême avec le prix Baudoil-Leclerc, un prix qui n'existe plus, je crois, aujourd'hui d'ailleurs. Si, mais il existe sous une autre forme. Et d'ailleurs, tu avais été sélectionné pour le prix de la ville de Sérignan à l'époque, en 2003, et tu étais venu en tant que jeune pour ta première ville, pour le prix de la ville qui décerne un prix aux jeunes dessinateurs aux jeunes illustrateurs pour leur première bande dessinée. Donc oui, la particularité de Vohuna, effectivement, c'est cette personnalité, cette femme très marquée physiquement parce qu'elle vient, des Néandertaliens, si je puis dire, et derrière, qui est très versée dans le chamanisme. Donc ce qui est intéressant, c'est que plutôt que de prendre certains postulats dans cette bande dessinée qui t'aurait amené sur une narration peut-être difficile, tu as opté par un système magique, tu as amené grâce à un système magique la possibilité aux homo sapiens et aux néandertaliens et même avec les animaux de communiquer. Oui. Ça t'a préoccupé très tôt.
Alors, dans ce que tu dis, en fait, on retrouve à la fois l'intention et l'artifice, on va dire. L'intention, c'est effectivement de raconter une histoire où je montre que c'est une période qui n'est pas strictement une période de survie, de conflit et comment dire, de difficulté finalement voilà, à survivre dans un univers hostile. Une de mes intentions, c'était de montrer qu'à la préhistoire, contrairement aux idées reçues depuis le début, voilà, depuis le début de l'existence de cette science, et surtout de la vulgarisation de cette science préhistorique, en fait, on avait quand même on avait la possibilité de bien vivre. Et ça, on s'en est rendu compte dans le cours du XXe siècle. Donc mon idée, c'était de montrer que ces hommes préhistoriques ne vivaient pas dans le dénuement, et que peut-être donc les hommes modernes, comme Chevalcarré, comme le héros de l'histoire, et les Néandertaliens, qui sont donc nos cousins, qui ont disparu, et ces deux peuples se sont rencontrés il y a environ, notamment en France, environ 30-40 000 ans, qu'ils avaient pu se rencontrer et puis coexister pacifiquement, en tout cas pas forcément avec une rivalité guerrière ou économique, comme on a tenté de le faire croire à un moment donné. Donc l'idée, c'était que de montrer qu'ils étaient, voilà, qu'ils pouvaient se côtoyer avec, donc là, une histoire d'amour en l'occurrence. Et les animaux, c'était également important pour montrer que ces peuples préhistoriques voilà, vivaient pas dans un univers cloisonné entre ce qui constitue leur environnement ordinaire et puis un éventuel au-delà strictement abstrait, mais que, donc, comme beaucoup de peuples premiers, ils vivent dans un espèce de monde où les esprits sont présents, un monde animiste finalement. Oui, mais c'est voilà. Comme des premiers temps. Et donc, alors l'artifice finalement, donc je me suis servi de cette magie pour raccourcir tout ça, parce que sinon c'était possible de le démontrer, mais là j'avais envie de donner un ton un petit peu de conte, un peu merveilleux. Et du coup, j'ai pris le parti de faire un sorte de fétiche qui permet à tous ces hommes, et ces femmes et ces animaux de communiquer. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, et c'est ce qui revient souvent dans tes bandes dessinées, c'est que tu spécules un petit peu sur le possible, mais pour autant, tu es très 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 documenté. Parce que ce qu'on peut voir et ce qu'on peut dire, c'est que la science, entre-temps, a donné raison à Emmanuel Roudier. Par exemple, il y a des découvertes récentes font que on considère que justement les Néandertaliens, enfin toute cette période et les personnages de l'Aurignacien avaient cette capacité. On vient de découvrir qu'ils avaient la capacité de communiquer justement. Oui, de communiquer, ça on le savait depuis un petit moment. Sur Néandertal, il y avait encore des doutes il y a quelques années, mais maintenant ça commence à être vraiment dissipé, puisque on a vraiment, on a effectivement toutes les preuves génétiques, ostéologiques, culturelles du fait qu'ils avaient un langage complexe, moderne finalement. Probablement que ce langage, d'ailleurs, il remonte à bien avant, l'existence des Néandertaliens. Mais en tout cas, là maintenant, on commence à avoir des preuves sérieuses de ça. Donc, et après, oui, il y a des choses, il y a des postulats de départ qui se sont avérés. C'est-à-dire, par exemple, le fait qu'il y ait une hybridation possible entre sapiens modernes, enfin donc nous, notre espèce, et l'homme de Néandertal qui a vécu ici. Pendant quelques temps, on a pensé que peut-être ils n'étaient pas interféconds, parce que c'était deux espèces très distinctes. Finalement, il apparaît qu'au moment, il y a un moment dans l'histoire où ils ont été interféconds, puisque on a tous en nous une petite partie de génome néandertalien, donc ça veut dire qu'il y a eu du métissage. Et donc ça, oui, ça, à l'époque où j'ai écrit Vohuna, c'était pas validé, on va dire. Donc il fallait prendre le parti de dire, je me lance. Alors c'est ça, pourquoi, peut-être pour expliquer un petit peu aux personnes qui sont présentes ici, pourquoi Vohuna est une actualité pour toi alors que c'est ta plus vieille bande dessinée. En fin de compte, c'est parce que c'est un cycle qui était inachevé. Tu avais commencé les 3 premiers tomes aux éditions Soleil, donc ton premier éditeur. Et bon, pour certaines raisons, on va dire que tu n'avais pas pu le finir là-bas, par choix personnel, ou d'un commun accord peut-être. On ne s'était pas entendu sur le contrat de la dernière album. Et donc par rapport à ça, c'est une série qui n'a pas eu de fin, comme on a pu d'ailleurs en trouver pas mal à cette époque-là d'ailleurs aux éditions Soleil. Pour autant, toi tu n'as pas lâché le morceau, si je puis dire. Tu as toujours eu la volonté,
on se connaît bien, et tu as toujours eu la volonté de finir ce cycle. Et même, c'était un cap, un objectif pour toi. Oui, parce que c'est la toute première série, en fait, enfin la toute première histoire que j'ai écrite, et que c'est celle-là qui m'a donné envie de faire de la bande dessinée. Puisque l'envie de faire de la bande dessinée, elle est venue pour raconter des histoires. C'était pas spécialement au départ pour le plaisir de faire des petits dessins, c'était surtout pour raconter des histoires. Et quand on raconte une histoire, on veut qu'elle soit bouclée. Et donc, à partir du moment où je me suis dit, bon, on ne fera pas le tome 4 aux éditions Soleil, je me suis dit, bon, bah, je vais me donner les moyens, sereinement en prenant le temps, de boucler cette histoire dans de bonnes conditions, en faisant le livre éventuellement ailleurs, que j'ai toujours rêvé de faire. Et donc c'est pour ça qu'ensuite, bon, il a fallu un peu de temps, mais on a fini par, avec les éditions Errance, du coup, publier cette intégrale, donc en noir et blanc, comme j'avais souhaité depuis très longtemps. Oui, mais enfin, Maud, tu t'es pas contenté de ça, parce que tu aurais pu simplement te contenter effectivement d'une intégrale en noir et blanc, c'est pas ce que tu as voulu. Parce que ce que tu as voulu, c'est quand même redonner une unité complète à ton œuvre, en adéquation avec ce tome 4 qui sortait, et d'ailleurs tu as pris un postulat très clair sur la bichromie. C'est une bichromie Oui, c'est une sorte de bichromie, c'est-à-dire c'est... peut le montrer. Oui. Donc c'est-à-dire que vous avez les planches en noir et blanc, et vous avez donc cette couleur ocre rouge qui court sur tout l'album, à la fois dans les marges bien sûr, mais aussi dans les détails. Dans certains détails. Alors on va retrouver souvent le feu, le sang, l'ocre rouge des peintures et tout ça. Donc c'est graphique, mais ça fait du sens également. Alors ça c'est graphique, mais avant tout, tu as carrément retravaillé le tome 1, 2 et 3. Oui, parce que c'est... Alors, oui, j'ai retravaillé un peu les dessins parce qu'il fallait qu'ils soient parfaitement adaptés au noir et blanc. Or, il n'était pas tout à fait au départ, même si je travaillais mes cases de manière très poussée. Mais il y avait quelques détails qui n'étaient pas finalisés pour le noir et blanc, parce qu'il y avait des ciels que j'avais pas finalisés, par exemple. Donc ça je l'ai fait. J'ai repris quelques détails aussi, et surtout les textes. Voilà. Les petits détails après, par exemple, au niveau du dessin, il y a quelques petites erreurs. Par exemple, à un moment donné, la mâchoire du rhinocéros laineux n'était pas parfaite. Alors voilà, ça j'ai retravaillé. C'est le seul à pouvoir en juger ici, je pense. Et puis surtout, donc, les textes, parce que les textes, il y avait quelques maladresses de jeunesse, notamment qui consistaient essentiellement à un peu trop de texte. Donc il a fallu que je synthétise tout ça. Et puis également, comme le format est légèrement plus petit, et ben, du coup on a dû réduire donc les planches, et il fallait donc que le lettrage soit très lisible. On a changé la police de caractère, et la police de caractère étant un peu plus grosse, il a fallu retravailler toutes les bulles de texte. Donc c'était un prétexte finalement pour retravailler et simplifier tous les textes et leur donner, conserver la même saveur, puisqu'il y a vraiment un langage qui est un peu particulier dans cette série-là, mais allégé. Comment ça se passe là? Tu commences en 2002 la bande dessinée, même 2011 donc au niveau du travail, puis tu reprends un travail que tu as fait il y a plus de 10 ans, ou 10 ans. Comment on sent qu'on a évolué? Est-ce que justement, il y a certains détails qu'on gomme parce qu'ils ont dit ah non, c'est pas possible. Comment on arrive à porter un regard, et surtout comment on arrive à se remettre dans 10 ans en arrière au niveau du dessin, alors que tu as quand même... Est-ce que tu considères que tu as évolué graphiquement? Est-ce que c'est plus sur la narration graphique que tu as évolué? Comment tu abordes ça? Au niveau du dessin, je ne me suis pas du tout posé la question de dire bon, je vais essayer de raccorder mon dessin avec celui d'il y a 10 ou 8 ou 10 ans. Parce que là, je me suis dit, bon, bah, on ne peut pas forcer le style, il a évolué naturellement. Donc si je le force, si par exemple je m'interdis d'utiliser certaines techniques de grisé que j'utilise maintenant, voilà, ça va pas être plaisant. D'autant en plus que je savais que ça allait être publié en noir et blanc, et que donc du coup il faut tirer parti de ça, et donc donner plus de richesse à ce noir et blanc. Non, effectivement, c'est plutôt en fait là où j'ai vraiment évolué, et on le voit dans La Guerre du Feu, mais c'était aussi dans Néandertal, c'est sur le découpage. Le découpage qui était beaucoup plus classique finalement dans Gauda, même s'il y avait des cases à la coupe, on était beaucoup plus souvent sur du gaufrier, des choses comme ça. Et donc là, je suis revenu pour le coup essentiellement à ce type-là, puis je m'en suis affranchi finalement assez rapidement. Parce que comme le livre est long, finalement ça évolue tout doucement. Et en fait, les gens qui ne connaissaient pas la série avant, ou même ceux qui la connaissaient,
ils ne sont pas du tout gênés par cette transition, d'ailleurs qui est fluide, parce qu'en plus il y a eu quelques pages du 4e chapitre qui avaient été faites à l'époque, donc en 2005. Donc finalement, il y avait même des pages qui avaient été crayonnées, mais pas ancrées. Donc quand j'ai repris le travail donc en 2012 pour le 4e chapitre, je me suis retrouvé à ancrer des planches que j'avais crayonnées, voilà, donc 6, non, 8 ans avant, quoi. Presque. Oui, donc effectivement, tu as été quand même obligé au niveau de la narration, tu dis, de réépouser un petit peu ce qu'on appelle le gaufrier, hein, pour les débutants. Ouais, et derrière, pour autant, ben, c'est sûr que quand on regarde tes nouvelles BD, on en parlera tout à l'heure, quand on viendra à la guerre du feu, on va y aller doucement quand même. Sûr, c'est sûr que tu t'es bien lâché hein, dans la guerre du feu, il y a des doubles pages là, ou même, bon, on y reviendra tout à l'heure. Donc Voona, c'est un cycle qui est fini, qu'est-ce que ça a fait, une histoire qu'on finit au bout de 10 ans, comment on se sent derrière ça, ça fait vraiment plaisir, d'autant que là, comme je disais, en fait, c'était voilà, c'est quand même le bébé que je porte depuis très longtemps, et pour moi, c'est quand même l'histoire la plus importante que j'ai conçue sur la préhistoire. C'est l'album, c'est le récit le plus à propos. Comment dire, c'est dans ce récit-là que je dis le plus de choses sur la préhistoire telles que j'ai envie de les raconter, ces choses-là. Sur justement le métissage entre Néandertal et Sapiens, la façon de vivre la préhistoire, sur la perméabilité entre le monde des esprits et le monde naturel, sur le respect le respect envers les animaux, la nature, tout ça. Et voilà, donc c'est là où c'est le plus à thèse, on va dire. Donc le fait de boucler cette série-là, ça m'a fait un bien fou. D'autant que ça faisait un moment que ça traînait, que c'était inachevé, c'est comme une espèce de fantôme que j'avais dans le dos, quoi, tant que c'était pas fini. Donc il y a eu un moment comme ça d'accomplissement, surtout quand l'album je l'ai vu arriver et qu'il était vraiment aussi beau, plus beau que d'ailleurs que ce que j'avais prévu au départ, hein, parce que là vraiment on a eu l'aide avec Errance du directeur artistique d'Actes Sud BD, hein, qui est Thomas Gabizon, qui nous a bien aidé. Il a eu plein d'idées hyper enrichissantes pour cet album-là, et donc on a à l'arrivée un objet qui est juste parfait, quoi. C'est pas tout à fait fou. C'est l'auteur qui dit. Je suis content. Hein. Non mais c'est vrai, après par exemple, quand je me rappelle quand j'avais reçu le premier tome de Voona à l'époque en 2002, je l'avais ouvert, donc j'étais un petit peu fébrile, quoi. Et je l'avais ouvert, je suis parce que les couleurs, ça allait pas, quoi. C'était difficile de régler les couleurs, c'était mon premier album. Peut-être ce qu'on peut dire aussi, parce que c'est important, c'est que Emmanuel Roudier, de sa première bande dessinée jusqu'à la guerre du feu, mais pas la guerre du feu, il réalisait le scénario, l'illustration, enfin la narration, l'illustration, même le lettrage, quoi, non oui, le lettrage aussi. Le lettrage et les couleurs, et toi tu travaillais en couleurs traditionnelles. Ouais. Hein. Donc ça veut dire qu'il coloriait. Le couleur traditionnelle, c'est ça veut dire qu'en fait, je travaille pas, les couleurs n'étaient pas faites sur informatique, elles n'étaient pas faites sur ordinateur. C'était simplement, en fait, il y avait un tirage sur papier des planches, parce que moi je travaille, les planches sont à très grand format. Donc elles sont tirées au format de parution, elles étaient tirées au format de parution, et puis ensuite elles étaient peintes par mes soins, à l'acrylique, à l'aquarelle, et ensuite ça c'était scanné. Voilà, c'était la mode, mais il n'y a plus beaucoup de gens qui travaillent comme ça. De moins en moins, mais ça reste toujours aussi intéressant. C'est quoi le clou au final, la couleur traditionnelle? Non, c'est vrai, moi je trouve ça passionnant. Ouais. Derrière, donc effectivement, ce projet qu'on sent, Voona, le 4 qui ne sortira pas, tu es obligé de changer ton fusil d'épaule pour une autre série donc, qui sera Néandertal dans le temps, et que tu proposes donc aux éditions, à plusieurs éditeurs, et qui c'est qui te répond? C'est Delcourt. Il y en a plusieurs qui me répondent. En fait, au départ, finalement, c'était même une demande si je me rappelle bien, c'était une demande en fait de Glénat, d'ailleurs, il me semble, qui avait envie, je crois, de mon souvenir, qui avait envie de relancer plus ou moins la collection Vécu. Et un ami qui travaille là-bas m'avait demandé s'il n'y avait peut-être pas un projet. Et donc, j'avais ce projet dans ma manche. Donc, je l'ai présenté à pas mal d'éditeurs, puis j'ai eu plusieurs propositions, et les plus intéressantes c'était celle de Glénat et de Delcourt, et je me suis senti très bien avec Delcourt quand je les ai rencontrés, les gens de chez Delcourt lui-même, Guy Delcourt lui-même d'ailleurs,
on s'est très bien entendu et donc on a décidé de bosser ensemble. C'est, si je puis dire, la série en 3 tomes où tu as le plus, assouvi ta soif de préhistoire peut-être. Parce que c'est peut-être celle qui est la plus documentée au final. Moi je vois déjà, à peine on ouvre la... Peut-être tu n'as pas le même avis. À peine on ouvre la première page, vous avez cette espèce d'un gaufrier parfait de 9 cases là. On peut pas faire mieux. Ah si, un petit luxe ici. Un gaufrier... En fait, sur une base de 12 normalement. Quoi. Et en fait, il n'y a pas de texte sur ces 9 premières phrases, à part Lagou, le personnage qui parle à la fin. Mais c'est exactement, si vous faites attention, les signes parfaits de la découpe du silex. Et bon, il n'y était pas quand même quand il... Non. Tu ne viens pas de la préhistoire quand même. Non, mais heureusement, il y a des gens qui savent tailler le silex aussi bien qu'à l'époque. Enfin, aussi bien, je sais pas, mais qui savent tailler le silex de manière convaincante. Non, alors oui, c'est vrai que là, alors, ça, en fait, c'est le fait que ce soit plus documenté. Je pense que tu veux dire que c'est plus documenté. Le fait que ce soit plus documenté, finalement, ça vient d'un truc tout simple. C'est que, par exemple, j'ai pas recours du tout à la magie dans Néandertal. Voilà. On n'est plus terre à terre parce qu'il y a moins de magie, on est plus sur l'aventure peut-être. On est plus sur des ressorts tout à fait humains. C'est donc les gestes du quotidien qui ressortent. Voilà, en fait, c'est finalement tout ce qui va faire comment dire, les capacités de ces hommes de Néandertal, et concrètes, quoi, qui vont aider le héros, qui est Lagou. Donc par exemple, au début, il va falloir qu'on voit qu'il est très habile tailleur de silex. Et donc... Lagou, c'est un boiteux, hein, on peut dire ça. Là aussi, c'est un estropié. Comme dans Vohuna, justement, j'ai voulu prendre le contre-pied des classiques. Le classique, c'est d'avoir une belle femme de Cro-Magnon extrêmement élégante, etc., qui s'amourache éventuellement d'un homme de Néandertal robuste et sauvage. Là, je voulais prendre le contre-pied, donc en faisant l'inverse. Et donc j'ai fait un bel homme de Cro-Magnon et une belle néandertalienne. Dans Néandertal, mon contre-pied, c'était justement, puisque l'idée c'est de raconter les Néandertaliens à travers la quête d'un jeune homme. Donc raconter toute cette culture à travers une aventure. Et donc l'idée, puisque je voulais aller à l'encontre des idées reçues, c'était que le protagoniste emblématique de cette histoire soit justement pas celui qu'on imaginerait être l'homme préhistorique archétypal. Donc il n'est pas costaud, il n'a pas de massue, il est boiteux, etc. Et il est gentil. Voilà. Il est gentil. Ça existait déjà. Voilà. Et donc c'est ce boiteux. Alors, il faut qu'on découvre toutes ses compétences. Et sa plus grande compétence, finalement, c'est pas vraiment son savoir-faire artisanal, c'est qu'il va faire alliance avec les autres. Et c'est peut-être ce qui a fait défaut d'ailleurs aux Néandertaliens, on ne sait pas trop. Peut-être une des raisons pour lesquelles ils ont disparu, c'est justement le manque de maillage social. Peut-être que c'est éventuellement une des options. Et lui, justement, la quête de ce personnage-là, qui est accessoire, parce que sa vraie quête au départ, ça va être de venger son père, son frère, mais en fait, le véritable moyen qui va lui donner la possibilité de réussir, ça va être de créer ses alliances et tout ça. Oui, alors moi c'est vrai que je parlerai du côté documenté, mais c'est parce que tu t'es associé avec certaines personnes pour avoir justement des détails. On peut peut-être parler de Florent. Par exemple, Florent, oui. Florent Rivière, comment le définir, Florent? Un magicien peut-être. Pourtant, justement, il est plutôt terre à terre. Quand on lui donne de silex, oui. En 3 secondes, il allume du feu avec de la paille devant vous. Il a monté un paléolithique, je crois, dans l'Ariège. Hein. Il a réouvert un nouveau parc. Enfin, il y a un parc qui avait été ouvert il y a quelques années, mais qui était moins bien d'ailleurs. Et maintenant, il a fait quelque chose de vraiment super qui s'appelle le parc Exploria, qui est consacré à l'évolution. Mais alors pas que aux hommes préhistoriques, mais vraiment à toute l'évolution depuis les origines de la vie sur Terre. Donc, ce qui était intéressant, moi je me rappelle de... Emmanuel amène un blog qui est très intéressant parce qu'il traduit un petit peu les caps d'avancée de cette bande dessinée. Le suivre est intéressant parce qu'on retrouve des planches ancrées où on voit comment il travaille, les différentes techniques. Par exemple, Néandertal, moi je me rappelle très bien
où on voit les premières propositions de couverture que tu avais fait. Il y a 3 propositions et je suis mécontent qu'il y en ait une qui est depuis le début qui n'ait jamais vu le jour. Mais putain, Delcourt avait des bons arguments, effectivement. C'est un profil néandertalien très marqué. Mais ça correspondait au titre. Derrière, ce qui est intéressant dans ce blog, c'est justement qu'on voit, on voit Florent et lui dans ton jardin, je crois, en train de tailler des silex, bêtement. Et ça doit être pour le tome 2 au final. Et l'un dans l'autre, ils n'ont pas fait bien attention. Manu a dessiné par rapport à ces photos. Moi, je me suis amusé à reconstituer, vous pouvez le voir sur le Facebook de la médiathèque. D'ailleurs, ces photos, les rassembler comme des cases carrées, et je les ai comparées avec la page d'illustration, on se rend compte qu'ils sont exactement dans la même attitude. Bah oui. Alors que tu n'as pas forcément copié non, un petit peu l'attitude, ce que tu cherchais, c'était le bon geste. Le bon geste, mais si on peut dire. Parce que j'en ai fait 500 ou 600 des photos. Donc quand j'ai repéré les bonnes, alors là je me cale, alors je modifie légèrement parce qu'il y a des fois il y a des angles qui ne sont pas forcément parfaits, etc. Mais quand j'ai le bon geste et le bon cadrage, je garde, et donc du coup j'enlève les chaussures, je gonfle un peu l'épaisseur des mollets, et puis voilà. Mais du coup c'est vrai que ça c'était chouette d'avoir cette possibilité de faire ça avec Florent, parce qu'il est effectivement très très habile. Surtout, il connaît bien les gestes préhistoriques. Et il a un espèce de savoir-faire concret comme ça qui est... Parce qu'il est... Ouais, non, il a quand même beaucoup travaillé. Mais du coup, c'est porteur non seulement de le voir faire, puis de discuter un petit peu avec lui, parce qu'il donne des idées aussi juste en discutant. Oui, et puis il ne faut pas que quand il ouvre le coffre de sa voiture, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on peut trouver dans des os de mammouth, des peaux de loup, des choses comme ça. Avec des certificats, je veux dire, c'est pas un braconnier. Voilà. Bon, donc cette aventure en 3 tomes. Néandertal, si tu devais en dire quelque chose, qu'est-ce que tu en dirais? C'est pas forcément la série que tu vantes le plus, peut-être. Si, c'est-à-dire que c'est une série qui est très importante pour moi aussi, parce que ça comble un vide que je ressentais dans Vouna, qui était que je me rendais compte au fur et à mesure du fait que j'avançais dans Vouna, que finalement, j'étais quand même... les Néandertaliens, on les voyait pas beaucoup finalement. Et surtout, on voyait essentiellement donc, les Vouna, l'héroïne, donc cette chamane, et puis le méchant, qui est aussi un Néandertalien. Donc c'était à travers 2 personnages extrêmement... d'abord tous les 2 flirtant avec les esprits, etc. Et puis, finalement, il n'exprimait pas vraiment la culture néandertalienne complètement. Donc j'avais envie vraiment de faire une série qui allait en parler, mais sans didactisme, sans lourdingue, juste avec une aventure, mais où les points de repère de cette aventure, ce serait à chaque fois des points de repère culturels. Mais il ne faut pas qu'on se rende compte de manière fastidieuse. Il fallait que ce soit fluide. Mais moi, je savais par quelles étapes il fallait que l'histoire passe pour vraiment présenter tous ces petits détails croustillants, quoi. Donc non, c'est une série qui me tient vraiment à cœur. C'est celle que j'ai sans doute le plus construit de manière raisonnée. Parce que Vouna, c'est quand même très... j'en ai fait plein de versions, mais c'était quelque chose de... Je me suis laissé un peu aller au fil de la plume. Néandertal, je l'ai vraiment construit de manière beaucoup plus rationnelle. Et donc, c'est plus ciselé, on va dire. À mon avis, l'intrigue... Elle est un peu plus articulée, plus ciselée. Ceci étant, donc il y a un parallèle en fait entre finalement ces trois bouquins, même La Guerre du Feu. Mis à part toi et que ça parle de préhistoire. Ouais. Il y a dans la structuration des récits, c'est que ces trois histoires, elles sont structurées comme des contes. Et pour te dire en fait. Moi, je m'inspire beaucoup du travail, justement, du travail, c'est pas un travail, je m'inspire beaucoup des contes traditionnels. Voilà. Et par exemple, pour arriver à des structures d'histoire vraiment anciennes, qu'on sente quelque chose de très archaïque. C'est un peu le parallèle que je faisais tout à l'heure quand je te parlais de Kate, parce qu'effectivement, la rotondité du conte, c'est-à-dire on part, on chemine le petit chaperon rouge en bas et puis finit à la maison. Oui. Ça, c'est un conte. Parce que ça veut dire que la boucle est bouclée, quoi. Oui, puis en fait, c'est un prototype d'histoire très classique, mais qui fonctionne bien. C'est ce que Campbell appelle le voyage du héros, et qui a inspiré George Lucas pour Star Wars, par exemple. Voilà, c'est l'archétype de l'histoire, mais d'ailleurs qu'on peut mettre à toutes les sauces, finalement, mais ça se déguise.
Là, en fait, moi, je m'inspire beaucoup des contes russes, vraiment que j'adore. Alors, c'était amusant parce que Néandertal, il est structuré sur une des versions de l'oiseau de feu. Et au départ, hein, même si finalement, voilà, c'est très interprété après, donc finalement, c'est juste une base pour moi pour me permettre d'évoluer ensuite. Et c'était amusant parce que en travaillant justement, en épurant cette structure de conte, je me suis rendu compte que la guerre du feu aussi. Et donc j'ai à peu près la certitude maintenant que Ron Yenné avait fait exactement comme moi, genre 100 ans avant. Et que donc, en fait, la guerre du feu, la structure de la guerre du feu, c'est l'oiseau de feu au départ. Alors, bonne transition pour parler de la guerre du feu, mais pour autant, on va parler d'autre chose. Parce que, entre-temps, tu as sévi, si je puis dire, dans l'album jeunesse. Ah oui. Il y a eu le petit AO, qui est là d'ailleurs présent, un album jeunesse. Alors, comment c'est arrivé ça? AO, c'est quand même l'épopée d'AO, le dernier Néandertalien, c'est ça? AO l'homme ancien au départ. AO l'homme ancien, c'est un roman de Marc Sapzinski. Voilà, alors c'est une belle histoire parce que j'étais à Béziers. Alors, à l'époque, j'habitais à Paris, mais là, j'étais à Béziers. L'histoire qui commence à Béziers. Hein. Voilà, et donc je me balade, et puis il y a une librairie, et puis je vois en vitrine AO l'homme ancien. Je dis, oh, AO, c'est marrant parce que ça fait penser le premier tome de Vouna s'appelle La Saison d'AO, même si dans mon histoire, AO, c'est une espèce de déesse mère. Là, je vois AO l'homme ancien, je me dis, non, c'est chouette ça. Je vais dans les librairies, et puis je vois que ça parle de moderne, de Néandertal. C'est exactement la même époque que Vouna, sauf qu'il n'y a pas la magie. Alors je lis ça, je trouve ça génial, et donc j'envoie une petite lettre vraiment à l'auteur en disant voilà, j'ai trouvé ça super, et puis il me répond et on échange, et donc on se rencontre, et il est sympa comme tout, et donc on a développé une certaine complicité, et puis donc quand il a eu la chance finalement d'être approché par Jacques Malater pour l'adaptation de son roman en film, donc qui effectivement, c'est là que le titre a changé, c'est devenu AO le dernier Néandertal. Il avait déjà d'ailleurs 2 tomes à son actif. Donc Marc avait envie de faire des adaptations de son roman pour la jeunesse, en surfant finalement sur la brèche qu'ouvrait le film, bien sûr. Et donc il a fait une adaptation du roman pour ados, qui est une espèce une version légèrement synthétisée du roman, mais que je trouve excellente, parce que du coup, il y a des enjeux dramatiques qui changent un peu et qui deviennent encore plus forts. Et puis aussi une version pour les tout petits, donc pour les 6 ans. Et donc qui est écrite en l'occurrence par sa compagne, Claire Troyot, et que j'ai eu plaisir à illustrer, du coup, les deux en fait. Mais c'est vrai que le travail sur l'album jeunesse, c'était plus difficile pour moi parce que je suis pas habitué. Ce qui était embêtant pour toi, c'est que on peut parler de style, tu es ancré dans un style très réaliste, et il fallait un peu cartooniser le petit héros peut-être. Ouais, alors c'est aussi un style réaliste et surtout BD, parce que c'est un style réaliste BD. Et donc là, il fallait trouver une écriture, donc il fallait effectivement cartooniser, simplifier un peu le personnage, le rendre plus accessible, plus poétique. Parce que c'est ce qui manque parfois au dessin BD qui est très descriptif, quoi. Donc là, il fallait laisser des zones vraiment comment dire ça, non décrites, quoi, finalement, donc avec des plages où ce ne soit pas trop détaillé, avec une approche plus sensible, on va dire, voilà. Et c'était pas évident à faire, il y a des images que j'ai refait 3-4 fois. Je me rappelle qu'on avait parlé. Voilà. Et du coup, c'était chouette aussi à faire, parce que du coup, ça m'a vraiment changé de style. Et alors, de manière assez amusante, j'ai ressenti la même chose, c'est-à-dire la nécessité finalement de m'affranchir du dessin un peu académique de la bande dessinée. J'ai ressenti la même chose quand je suis passé au strict noir et blanc sur Vouna, sur les dernières pages que je faisais, où je me suis dit, là, ça ne sera pas mis en couleur. Donc finalement, j'ai toute liberté pour faire un noir et blanc artistique, y compris en faisant l'inverse de la ligne claire, c'est-à-dire en bouclant pas le trait, en laissant couler la lumière dans l'image. Et donc là aussi, il a fallu que j'aille en cherchant plus de sensibilité. Voilà.
Et c'est ce qui était délicat à faire Parce que pour tu es, Raos. quand même formaté et ancré très académique à la base. Bah oui, voilà. Ouais. Parce que moi, je me rappelle d'une fois où je te demandais de me passer une planche avec une faute. Il rend une planche, mais il n'y a pas de faute dans ces planches. Ah oui, non. Il y a pas, on en a trouvé une, je crois. Des repentirs, tu veux dire. Oui, mais en fait, en réel, quand tu rends un travail, il est très fini, très propre, et tu n'as Ouais. pas de planche que tu as laissée de côté pour complètement la recommencer parce que tu. C'est rare, ouais, c'est très rare. Parce que je travaille beaucoup en amont, c'est-à-dire que je fais les Ouais, storyboards complets, et puis des. Et c'est aussi peut-être le fait que tu fasses le scénario et le dessin en même temps. Peut-être aussi, tu as une vision très claire de la transposition. Oui, voilà, c'est ça. Et puis du coup, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de confusion entre le script que je pourrais mal interpréter, par exemple, et le dessin. Mais des fois, il y a des solutions narratives qui sont bancales. Mais cela dit, j'envoie donc les crayonnés de temps à mon éditeur, enfin en scan. Hein, et lui, s'il voit qu'il y a un truc qui cloche un peu, qui ne soit pas parfaitement efficace, il me le signifie. Donc, c'est de quel ordre généralement c'est sur la fluidité de la narration. Oui, c'est essentiellement ça. C'est est-ce qu'on comprend bien l'enchaînement des cases. Est-ce qu'il n'y a pas, un truc qui passe à la trappe, quoi, qu'on comprend mal. C'est arrivé quelquefois que ce soit un peu confus, donc dans ce cas-là, je remanie légèrement. Parfois, c'est juste une case qui est un petit peu, où en fait, ça pourrait gagner en expressivité. Donc c'est quand même un travail, il fait un vrai travail d'éditeur, c'est-à-dire qu'il supervise vraiment le travail et il donne des indications précises quand il faut améliorer. C'est pas courant, mais ça arrive, et même sur le texte aussi d'ailleurs. Bon, nous en venons à la guerre du feu. Ouais. Alors, la guerre du feu, qu'est-ce qui se passe en toi? Tu à la base, allez, on va essayer je te tends la perche un petit peu. Tu es quand même identifié comme un dessinateur de BD préhistorique. Oui. Est-ce que c'est pas lourd, ça? Non, c'est pas lourd du tout, parce que c'est ma passion, la préhistoire. Mais est-ce que tu ne t'enfermes pas dans un genre et que des fois tu ne te dis pas que tu aimerais faire autre chose? Oui, je vais faire autre chose. Je vais faire autre chose. Donc voilà. Mais. Alors, comment c'est justement? Est-ce qu'après la Néandertal, tu t'étais pas dit que tu voulais faire autre chose en fait? Oui, j'avais d'autres projets. Mais qui n'étaient pas très très éloignés de la préhistoire quand même. Il y avait notamment un projet qui était autour du mythe de l'homme sauvage, qui est un mythe médiéval qui est vachement intéressant. Mais le projet n'était pas abouti, donc on ne l'a pas fait. Alors comment tu as replongé dans la préhistoire, si je peux dire, parce que le projet qui est pas en fait, c'est grâce à André Chéret, donc l'auteur de Rahan, qui est un ami, et on se voyait, on était à Tautavel, et on déjeunait ensemble. Normal. Et voilà. Et donc il me disait mais qu'est-ce que tu fais de beau? Alors j'étais là, je disais j'essaie de placer mon projet sur l'homme sauvage, mais c'est difficile, tout ça. Et il me disait mais écoute, et tu sais que la guerre du feu, le roman il est libre de droit. On était en 2011, donc il venait d'être libre de droit, de tomber dans le domaine public finalement. Et lui-même, donc un collègue lui avait proposé d'illustrer une version de la guerre du feu. Il ne le sentait pas trop et il m'a dit franchement, ça me plairait. Qu'est-ce que tu en penserais de le faire? Ça t'irait bien, tout ça. Et donc je me suis dit, oui, il a raison. Alors le temps de boucler 2-3 affaires, parce que j'avais des boulots en cours, j'ai présenté le projet à guider le cours et donc il était tout à fait partant. Voilà, il y a eu quelques péripéties entre temps, mais enfin donc après, on est parti là-dessus assez rapidement finalement, en quelques mois. Et donc, on a signé pour cette série, donc en 3 parties. Alors, on va parler un peu plus technique peut-être sur cette série-là, parce que c'est la plus récente, donc on va dire que c'est là où peut-être tu t'as affranchi d'une certaine jeunesse au niveau du style. C'est pas tellement dans le dessin, même s'il y a une finesse dans le trait qu'on ressent plus, mais sur la narration, tu as vraiment changé, si je puis dire. Là, par exemple, tu as commencé dans le premier tome déjà avec une double page conséquente. Ça correspond souvent à des chapitres du roman, j'imagine, qui sont très marqués. Par exemple, c'est le combat avec les aurochs et les lions dans le tome 1. Il y a plusieurs duels d'animaux. Oui. Le tome 1, la première partie du roman, elle est vraiment consacrée à la mise en scène de la nature sauvage, titanesque et les affrontements, pour situer la place des humains dans ce cadre dantesque. Ce que je veux dire, c'est d'habitude tu étais dans un gaufrier, ouais. Là on sent déjà, on va mettre un plan général et puis on va rajouter des cases
par-dessus. Ouais. Mais c'est comment dire, c'est pas tellement une progression en termes de. Je sais pas que c'est une progression, mais ça change. Ça change, voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai envie de changer un peu. Par exemple, dans Vouna, donc on était sur ce gaufrier de 12 cases, avec des cases à la coupe qui partaient à droite à gauche. C'était ma structure, j'avais envie de partir sur quelque chose de comme ça, très structuré, ordonné. Mais l'idée, c'était justement d'avoir sur cette base extrêmement rigoureuse, quelque chose de relativement libre et agréable. Néandertal, je m'étais interdit les cases à la coupe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune case, on peut le voir en feuilletant, il n'y a aucune case qui déborde sur la marge. Voilà. Par contre, j'étais complètement. J'avais complètement. Là, par exemple, à contrario, on a deux illustrations de plan général d'ensemble où, en fin de compte, on a des cases qu'on appelle la case à la coupe. Tu n'es pas débordé de la BD, c'est quoi. Ça. Qui rend le paysage encore plus grand, théoriquement, surtout si on est sur une double page. J'en cherche une. Donc là, par contre, il n'y avait plus de gaufrier. Et finalement, donc, sur la guerre du feu, donc, je voulais faire quelque chose d'autre. Et donc, par exemple, ce que j'avais pas utilisé du tout dans Néandertal, ni dans Vouna, c'était les doubles pages. Voilà, on a une double page. Là, comme si le paysage ne suffisait pas, il n'y a même pas de marge, quoi. C'est ça. Et du coup, alors, ça correspondait également aussi à une demande de l'éditeur, qui était d'aller vers plus de spectaculaire. Mais évidemment, ça tombait sous le sens, dans la mesure où on est avec... par exemple. Ah bah là. Dans la mesure où on est quand même dans un roman épique, où il faut mettre en scène justement cet aspect démesuré des colosses qui habitent des paysages immenses. Donc voilà, donc l'enjeu c'était là d'aller vers la sensation vraiment de quelque chose de gigantisme. Alors, la guerre du feu, comment dire, passer derrière un film tel que celui qu'avait fait Jean-Jacques Cano, ça paraît peut-être pas si évident que ça. En même temps, toi, tu es plutôt fidèle au roman à la base. Oui, c'est. Peut-être. Comment toi tu avais vécu le film La Guerre du Feu? Ah ben j'avais adoré le film. Certes, j'ai eu plusieurs rapports au film. J'ai eu un rapport de gosse quand je l'ai vu, j'avais 10 ans. Et bon, voilà, ça m'avait marqué. Il y a plusieurs films qui m'ont marqué là, à cette époque-là. La même année, en 81, il y avait Excalibur aussi qui était sorti. Ça s'est un peu mélangé dans ma tête d'ailleurs. Et ensuite, donc j'avais adoré le film. Puis finalement, il y a eu une période, quand j'ai commencé à me passionner pour la préhistoire et à être très pointu, à lire des trucs extrêmement scientifiques. Là, je me suis dit, oh là là, La Guerre du Feu, le film, qu'est-ce que c'était vraiment mal foutu, parce que c'était pas sérieux à ce moment-là, ce qui était une bêtise. Et puis ensuite, je suis revenu en regardant, vraiment, les qualités du film sont magnifiques, c'est vraiment un très beau film, quoi. Il y a des jeux d'acteurs, on pense qu'en plus, tout est fait, c'est une seule prise à chaque fois. C'est un jeu d'acteurs époustouflant, quoi. Et donc, mais alors, par exemple, graphiquement, donc, au niveau de l'aspect des personnages et tout ça, j'avais beaucoup regardé, j'avais re-regardé La Guerre du Feu pour Néandertal, un peu, parce que dans son film, je trouve c'est les Oulam, qu'il appelle les Oulam, Jean-Jacques Cano. Et ils font assez bien Néandertal. Les maquillages sont vraiment beaucoup plus réussis que dans AO, le dernier Néandertal, par exemple. D'accord. Et du coup, je les avais regardés. Par contre, bon, alors après, il y avait des soucis sur notamment la gestuelle un peu simiesque. Mais par contre, pour La Guerre du Feu, du coup, même si le film, je l'adore, et même si maintenant, ayant travaillé beaucoup sur le roman, je vois à quel point finalement il n'est pas si loin du roman que ça, finalement. Ah. Ouais, on a beaucoup dit qu'il s'était éloigné du roman. Bon, il a pris des parties qui divergent un peu du roman, mais finalement, il y a pas mal de trucs qui sont... on voit comment ça a été construit à partir de la matière du roman, quoi. Mais moi, donc voilà, je me suis là par contre, vraiment, j'ai voulu m'affranchir de tout l'aspect graphique du film. Alors, en même temps, voilà, là, tu reprends un scénario, tu l'adaptes. Ouais. Mais derrière, quelle est ta liberté alors de créativité là-dedans? Il y a l'histoire, ça va être sur la narration bien évidemment. Qu'est-ce que tu mets en valeur? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en valeur là-dedans? Alors, ce que je peux te dire, c'est ce qui est du domaine du rationnel. C'est-à-dire que c'est la manière dont moi je réfléchis. Sachant que, de toute façon, tu sais bien que ici, si demain on va tous lire le même roman,
il n'y en a aucun d'entre nous qui aura lu le même. Hein. Chacun va interpréter ce qu'il a lu, au moins pour 50% avec son propre vécu, sa sensibilité, etc. Donc il y a toute une partie de mon adaptation qui passe totalement en dessous de ma conscience rationnelle d'auteur qui va travailler sur un texte, qui est qu'est-ce qui va me faire vibrer moi et qu'est-ce qui va passer finalement dans le dessin ou dans le scénario, des choix qui sont totalement inconscients. Et alors là, par contre, j'ai aucune prise là-dessus. Donc après, tant mieux si ça fonctionne plutôt pas mal. Après, sur les vrais choix, là, pour le coup, rationnels que j'ai faits, ce que j'avais envie de mettre en valeur, c'était essentiellement deux choses. La force romantique de Ronnie Henné pour mettre en scène cet univers disparu, alors romantique au sens de même un peu mélancolique, hein, cet univers disparu donc dont la vigueur ne reviendra plus, donc avec ce gigantisme des créatures, ce côté démesuré des passions et de la force des personnages. Et également le côté vraiment très humaniste de ce personnage qui est Nao, qui est un personnage, on va dire, porteur de lumière, hein, puisque c'est lui, c'est celui qui va mener sa tribu, donc son espèce, vers la civilisation, au sens, on est vraiment au balbutiement, mais hors des ténèbres, on va dire. Et puisque c'est un personnage qui est vraiment un personnage prométhéen ou apollonien. On ne peut pas dire, il a une beauté grecque physique évidente, il ne fait pas très crade, quoi, pour un homme préhistorique. Hein, non. Et ça même bien sur lui, quoi. Ça correspond à deux choses, ça. C'est le but de la fiction. Il y avait une demande, de toute façon, déjà de Guy Delcourt, qui était, il n'avait pas envie de revoir un type avec des arcades sourcilières comme ça et des poils partout. Bon, déjà c'était une demande et j'étais tout à fait d'accord avec ça dans la mesure où je voulais vraiment qu'on soit dans le registre un peu du feuilleton, puisque c'était un feuilleton au départ, la guerre du feu, donc dans le roman populaire avec un héros avec une belle gueule. Ce qui tombait bien, puisqu'effectivement mon postulat c'était que Nao effectivement est un héros civilisateur, polonien on va dire, c'est-à-dire il apporte la lumière, il apporte l'ordre et l'humanisme dans un monde de chaos et d'obscurantisme, d'obscurité, on va dire, d'obscurantisme. Donc oui, s'il a une tête effectivement un peu de dieu grec, c'est voulu. Le fait que j'en fasse un personnage comme ça, lumineux, blond aussi, le film m'a marqué un petit peu sur le côté d'un Nao blond. Mais je voulais justement ce personnage lumineux qui soit comme ça, qui évoque ces héros grecs par exemple. Tout à fait. Même si finalement ça reste ténu, hein, parce qu'il s'inspire aussi de Hercule, hein, par exemple, Nao. Voilà. Mais donc il y avait cette part-là qui est importante. Donc du coup, c'est vrai qu'on peut dire que je ne sais pas si c'est moi en tant que lecteur, mais je ressens la narration très très séquencée en fait. Peut-être plus qu'avant. Alors est-ce que c'est parce que justement dans le dessin il y a une évolution dans les postulats que tu as pris graphiquement, peut-être sur les cadrages ou les prises de vue, les plans, il y a quelque chose de très séquencé dedans qui permet qu'on identifie très clairement des scènes de cheminement, des scènes de plénitude très poétique au final. Et alors après, il y a des scènes d'action très fight en même temps, quoi. Et donc, on est rythmé, alors dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et bon, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on trouve dans tes bandes dessinées, avec il y a aussi des moments de réflexion, d'échange. Et je le sens beaucoup plus là. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a le rendu graphique qui est plus puissant par rapport à ça ou pas. Il y a l'impact, par exemple, de ces doubles pages qui va vraiment créer des cassures de rythme et tout ça. Mais pour le coup, là, en l'occurrence, je suis vraiment très fidèlement le déroulé du roman. À part que il y a certaines scènes qui sont un petit peu longues, qui au niveau du rythme ne vont pas, donc je les concentre, je les condense. Sinon, je suis l'enchaînement des événements, c'est ceux du roman. Et il est très bien construit, puisque du coup, il va alterner des phases vraiment effectivement paisibles, avec des phases beaucoup plus turbulentes. Donc il n'y a pas tellement besoin d'y revenir.
si ce n'est voilà, pour améliorer, on va dire, la lecture en tant que bande dessinée, il faut des fois effectivement aller vers plus d'intensité dans certaines séquences. Mais par exemple, dans Néandertal, on avait déjà cette alternance, oui, comme tu dis, de phases contemplatives, des pages complètement muettes, même un enchaînement de 4 ou 5 pages muettes, et puis des phases vraiment où il y avait beaucoup de discussions. Là, il y a peut-être moins justement ces phases de discussion un peu plus lourdes, mais il y a ces phases de repos et puis ces phases de concentration, d'action. Oui, là c'est super dense, hein, la charge des mammouths, là c'est énorme. Et c'est vrai que ça fait une double page. Alors comment, là je ne sais pas dans le roman, mais comment tu dis, tiens là ça, je vais me faire une double page là. Ouais. Alors, est-ce que ça vient comme ça ou pas? Est-ce que toi dans ta tête, il y a des passages évidents où tu dis là il faut le marquer, ça sera comme ça, il faut que je le fasse? Alors, ouais. Il y en a certaines, c'est juste parce que je me dis là, le paysage, il insiste vraiment beaucoup sur le paysage. Donc c'est qu'à un moment donné, il faut vraiment le marquer. C'est le cas dans le tome 1, avec cette première double page, en fait, en page 4-5, donc on commence à la page 3, où vraiment il s'agit de montrer, voilà, de laisser couler le paysage sur les deux pages, pour avoir... Tu parles de... Non, pardon, dans le tome 1. Ah non, mais c'est pas grave. Voilà, donc, et là, par exemple, mais là, on l'a, par exemple, pour le grand fleuve. Oui, le grand fleuve, en fait, quand Nao, Nam et Go, qui sont donc tous les personnages les héros du récit, arrivent devant le grand fleuve, dans le roman, c'est plusieurs pages de description du fleuve. Enfin, en tout cas, c'est une longue séquence de description du grand fleuve. Donc, il faut rendre compte, finalement, de ce que ça... du rythme que ça induit en roman. Et la meilleure manière d'en rendre compte de cette rythmique-là, c'est de faire cette double page. Après, par exemple, pour ce qui concerne voilà, la bataille avec les mammouths, c'est un peu après ça, je crois. Voilà, c'est par là. Et ben, d'abord, c'est effectivement créer cette sensation tout à coup de... voilà, un peu, à la charge, voilà, de truc titanesque. Déjà, il y a aussi le fait que finalement, dans le roman, c'est décrit avec une espèce de surenchère comment dire, de coups, de blessures, de confusion. Et pour rendre cette sorte de confusion, finalement, là en l'occurrence, cette double page, elle est pratique aussi. C'est-à-dire qu'à la fois, elle va me permettre d'avoir cette sensation de moments intenses, c'est-à-dire de points d'orgue rythmiques, mais aussi cette sensation un peu de confusion. C'est-à-dire qu'il se passe plein de trucs dans la même image. Oui, c'est-à-dire que là, il va se balader, comprendre plusieurs choses en même temps. Il va avoir plein de trucs en même temps. Et en même temps, la charge des mammouths pourrait... Enfin, c'est pas... On ne peut pas dire que c'est... Je ne sais pas, mais on pourrait imaginer qu'ici, il y a ça pourrait être un seul et même mammouth presque, qui finit en donnant ce coup de tête. Pourquoi pas, ouais. Quelque part, il y a comme une force elliptique dedans, de découpage stroboscopique. Oui, un peu séquencier. Ouais. On pourrait voir ça aussi un petit peu dedans, et ça donne une évolution, et ça permet de déduire des choses, quoi. Ouais, aussi. En tout cas, ça offre des possibilités. Là, je me disais, il le faut. Après, voilà. C'est bien, hein. Après, dans le tome 3, je ne suis pas absolument certain qu'il y aura une double page, mais je ne crois pas qu'il y aura ce genre de grosse double page là dans le tome 3. Alors le tome 3, il en est où là actuellement? Eh ben, il en est au dessin. Je suis en train de dessiner les premières pages. Là, j'ai dû en faire une dizaine environ. Et puis voilà, il lui paraîtra dans un an. Par contre, tout le scénario est déjà écrit, enfin le scénario à partir du roman bien sûr, est déjà écrit. Je commence toujours par travailler de manière uniquement littéraire, sans faire de croquis. D'abord, je travaille le rythme de manière vraiment sur le texte en fait. Est-ce que tu peux nous parler longtemps tu as eu du mal à déléguer tes couleurs en fait. Et là, le passage au numérique, comment tu l'as vécu? Bien, parce que j'étais quand même un peu fatigué de faire les couleurs après, parce qu'en fait, donc, comme je disais... Je me rappelle sur ton blog d'un ours qui est en train d'hurler « Ah, j'ai fini les couleurs !» oui, parce que, en fait, je travaille... D'abord, je fais donc tout le scénario, ensuite, maintenant, je fais tous les crayonnés, pratiquement tous, et finalement, ensuite, les ancrages. Donc, mais en l'occurrence, voilà, je fais essentiellement le dessin d'un bloc, et ensuite, je venais faire les couleurs d'un bloc. Donc, je me remettais j'avais fini la dernière page, et puis je repartais sur la première.
Donc c'était un peu fatigant mentalement. Non, puis surtout, ça rajoutait 2-3 mois de boulot sur les couleurs. Et c'était pas très pratique. Moi, j'aimais bien les faire, mais c'était fatigant. Et pour l'éditeur, ça devenait compliqué en termes de timing. Parce que là, c'est vrai que pour arriver à sortir un album par an, ce qui est bien comme rythme, mais même si maintenant, il y a des gens qui vont un peu plus vite encore, mais moi, je trouve qu'un album par an, c'est déjà très bien. Bah, pour que je puisse tenir ce rythme-là, bah, il faut un coloriste, hein, puisque moi, je mets à peu près 8-9 mois pour faire les planches noir et blanc. Voilà, donc il faut rajouter 1 ou 2 mois pour finir les couleurs pour le coloriste. Et puis ensuite faire le scénario du suivant. Donc en l'occurrence, on parle de Monsieur Champlevier. Voilà, Simon Champlevier. Et alors, comment ça se passe quand c'est comme ça? C'est l'éditeur qui propose quelqu'un? Il y a eu un essai d'abord, peut-être avec quelqu'un d'autre? On a fait plusieurs essais, ouais, moi, il y en a un autre qui était dans une autre direction qui me plaisait bien aussi, mais bon, on n'a pas retenu. Alors c'est quoi une autre direction au niveau de la couleur? Ah bah c'était un choix de couleur beaucoup plus douce, par rapport à plat. Enfin, ça n'aurait pas eu du tout le même rendu. Effectivement, alors... Plus proche de l'aquarelle peut-être ou pas du tout? Ou non, pas vraiment, parce que c'était des aplats de couleurs. Non, je ne sais pas trop décrire ça, mais je trouvais ça très chouette. Ce qu'il y a, c'est on était vraiment en rupture avec mon style graphique et mes couleurs classiques. Voilà, donc l'éditeur a dit ouais, c'est quand même là, on risque de perdre une partie du lectorat. Donc non, mais là, on a presque la sensation, alors que tout est informatisé, par exemple cette case, Nao se met à genoux devant le grand mammouth là. Sur le détail des couleurs des armes et tout, on est vraiment sur du traditionnel presque, alors qu'on est sur informatique. Et bon, on ressent bien le niveau de l'ambiance par contre derrière qui est informatisé, mais pour autant, ça ne trahit pas les couleurs qu'on portera en traditionnel sur Néandertal. Parce que Simon est très talentueux et qu'il est capable de s'adapter un petit peu au style de chaque dessinateur, et il comprend très vite. Moi, je vais donner quelques indications au départ, on s'est un petit peu réglé, notamment sur la priorité à donner à certaines ambiances, au travail des ciels, des matières, pas trop de lumière sur les personnages, etc. Tout ça, il a très très bien compris très rapidement, et donc du coup il est venu me proposer des solutions qui étaient parfaites, qui m'ont laissé pantois d'ailleurs plusieurs fois. Et il travaille super vite en plus, donc c'est vraiment bien. Moi du coup, quand il me livre les pages couleurs, j'ai presque rien à lire. Des fois, j'ai des petites remarques de certains détails, bien sûr, à améliorer ou à retravailler. Mais essentiellement, c'est quand même déjà... il a tout compris, on va dire, à la façon dont moi je perçois la mise en couleur. Alors, derrière une autre série préhistorique? Non, alors derrière... Non, tu sais qu'en fait, mine de rien, ça aura fait combien? Ça aura fait 10 bouquins, 10 BD, parce que si je compte que Ona c'en est 4. Il y a l'album jeunesse, ça fait 11. Ouais, ça fait 11 avec l'album jeunesse. Plus si je pense le jeu de rôle et tout ça. Donc c'est vrai, on en parlera un petit peu. On en parlera un peu après s'il faut. Non, alors derrière, je ne laisserai pas tomber la préhistoire, et comme j'ai dit à monsieur tout à l'heure. Donc je vais, par exemple, le Vouna, donc qui reste l'histoire qui est la plus importante pour moi. Je vais travailler la suite, donc un peu comme pour les 3 mousquetaires, il y aura du 20 ans après, mais ça sera en roman. Voilà. Parce que maintenant j'ai envie, alors, en bande dessinée, pour l'instant il faut que je fasse un break avec le dessin de la préhistoire en BD, parce que ça va être, je vais pas y trouver le plaisir que j'avais au début. Donc j'ai envie d'aller chercher dans d'autres directions. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir toujours un grand plaisir à faire des illustrations sur la préhistoire et surtout à raconter des histoires en préhistoire. Donc le roman, ça va très bien tomber. J'ai aussi d'autres projets de livres illustrés sur la préhistoire. Donc ça, il n'y aura toujours pas de souci. Par contre, voilà, c'est ça. Mais par contre, donc en BD, non, j'ai d'autres projets qui sont donc dans d'autres registres. Mais toujours un peu historique quand même. Alors, historique ou fantasy? Ou fantasy. Voilà, qui sont les deux mamelles auxquels je m'abreuve. Et donc, il y a donc un projet à venir qui sera un projet de fantasy, où je ne serai pas au scénario d'ailleurs, et ce sera un one-shot. Et puis derrière, d'autres projets, alors voilà, qui seront... il y en a un notamment que j'aimerais bien réussir à placer, on verra si ça marche, mais qui sera donc historique là pour le coup. Historique, on n'est pas loin de la préhistoire parce que c'est l'âge du bronze, mais ce sera sur l'âge du bronze méditerranéen, donc on est quand même sur quelque chose de très raffiné avec des... Comment t'es pas à la SF encore Non, c'est remarqué. Mais cela dit, pourquoi pas, hein. Il y a pas mal de gens qui le font très très bien. Donc, ouais. Et puis donc,
Voilà, donc ça, parce que là, en l'occurrence, sur cette période-là, l'âge du bronze méditerranéen, il y a des choses absolument